Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Meilleurs vœux pour cette année 2024. Merci pour votre fidélité. Merci d'être avec nous, toujours plus nombreux, à écouter Sud Radio et notre rendez-vous politique. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Didier Leschi, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis 2015. En fait, depuis le 1er janvier 2016, est président de l'Institut européen en sciences des religions. Didier Leschi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'immigration est au cœur de la vie politique française depuis plusieurs semaines et ce n'est pas terminé. Au-delà des postures politiciennes de la droite, de la gauche, de l'opposition et de la majorité, et alors que les associations et partis opposés au texte tentent de mobiliser, y compris dans la rue contre la loi immigration, parlons vrai de la situation migratoire en France. Et ce sera ma première question, Didier Leschi. On va commencer avec des chiffres actualisés. Les demandes d'asile en 2023 ont-elles augmenté ? Oui, elles ont augmenté aux alentours de 10% par rapport à 2022. Elles ont augmenté dans toute l'Europe. La France n'est pas le pays où ça augmente le plus. C'est l'Allemagne qui va de nouveau avoir une très forte poussée de demandeurs d'asile afghans, syriens. Nous n'avons toujours pas ou très peu de Syriens. Nous avons surtout des Afghans, des Africains de l'Ouest, et puis aussi cette année une présence turque très affirmée, qui est sans doute la projection de la crise économique qu'on connaît en Turquie, et l'Allemagne aussi a aussi c'est-à-dire forte augmentation des demandes d'asile autour de 10%, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, oui. On va être aux alentours entre 145 000 et 150 000. On aura les chiffres, je pense, d'ici une semaine ou 15 jours. Entre 145 000 et 150 000 demandes d'asile en France. En première intention de demande d'asile. Oui. En 2023 et en Europe aussi. Forte augmentation sur toute l'Europe ? Alors, comme les années précédentes, la demande d'asile se concentre essentiellement dans les anciens pays de l'Ouest, si vous voulez, par rapport à l'Europe. C'est-à-dire, les deux premiers pays de la demande d'asile, ça va être l'Allemagne, puis très loin la France. On a une demande d'asile en Italie, mais qui est beaucoup plus faible que le nombre d'arrivées en Italie. L'Italie, en gros, enregistre une personne sur deux qui débarque. Et beaucoup de Sud-Américains, en Espagne notamment. Alors, au niveau de l'Europe, oui, les 4e et 5e nationalités, ce sont les Vénézuéliens, les Colombiens, qui viennent en Espagne. On en parle peu. C'est le reflet de la situation, en particulier au Venezuela. Vous savez que plus de 6 millions de Vénézuéliens ont quitté le Venezuela. C'est un des pays qui a produit ces dernières années le plus de réfugiés au monde, et c'est lié à l'échec, on peut pas dire autre chose, des expériences lancées par Monsieur Chavez et puis Monsieur Maduro. Didier Leschi, autre chiffre, l'immigration de travail. Vous avez des indices aussi ? Alors, l'immigration de travail. Alors, je pense que c'est important de parler d'immigration de travail et de ne pas mélanger dans la discussion sur l'immigration entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Oui. Nous avons, toujours une forte immigration légale, soit par l'immigration familiale, soit par l'immigration de travail. Et on a vu les effets, en particulier depuis l'année dernière, et c'est lié à des besoins économiques indéniables. On avait 52 000 titres de séjour au titre du travail l'année dernière. Je pense que cette année, on n'a pas encore les chiffres, mais il n'y a pas de raison que ça ait baissé. Si je prends, puisque ça passe en partie par l'OFII, des pays très précis, en particulier du Maghreb, on a une augmentation des arrivées de travailleurs dans l'informatique, comme conducteurs de chantier, même si on le sait, des difficultés aujourd'hui dans ce secteur, mais on a une arrivée d'immigration de travail qualifiée. Alors, c'est très intéressant parce que nous chassons toutes les idées reçues. Nous disons, et nous parlons vrai, nous disons clairement les faits, sans porter de jugement, encore une fois, Didier Leschi. Nous ne sommes pas là pour ça. L'AME, en 2023, augmentation du nombre de bénéficiaires de l'AME ? Très certainement, j'ai pas les chiffres exacts, mais on avait déjà cela. Et puis, justement, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir parlait de l'immigration illégale et de la forte progression de l'aide médicale d'État ces dernières années. Donc, on devait être aux alentours de 460 000. Est-ce qu'on peut dire, comme certains le disent, que l'augmentation du nombre d'immigrés est plus forte en France qu'ailleurs en Europe ? Non.
Non. Non, ça on peut pas dire ça du tout. On ne peut pas dire ça. Non, du tout, non. Enfin, je veux dire qu'ailleurs en Europe, ça n'a pas de sens puisque l'Europe c'est 27 pays. Oui. Mais l'Allemagne a une plus forte progression d'immigration, soit légale, soit dans la demande d'asile, et sans doute aussi du coup une immigration illégale. L'Angleterre a une forte immigration légale, en particulier de travail. Voilà. Mais la France et l'Allemagne sont les deux premiers pays de la demande d'asile. Mais là encore, je pense que c'est important de le dire, il ne faut pas mélanger la demande d'asile de l'immigration légale et dans cette immigration légale, de la part de l'immigration de travail. Et l'immigration illégale est forte en France. Elle est en augmentation. Difficile, évidemment, de mesurer l'immigration illégale. Alors, elle est en progression, puisque elle est souvent en rapport à la demande d'asile, et une demande d'asile qui est composée en partie de personnes qui ne relèvent pas selon l'OFPRA, de l'asile, et qui après ont du mal à être reconduits dans leur pays d'origine. Mais la tendance générale, c'est une augmentation de la part des immigrés dans l'ensemble de la population, dans l'ensemble des pays de l'Ouest européen, et c'est vrai aussi pour la France, puisque on est aux alentours de 11% d'immigrés aujourd'hui. On était à 7% il y a aux alentours des années 2000. 11% à peu près. Oui. Autour de 11%. Oui, mais rappelons qu'un immigré, c'est quelqu'un qui est né étrangers à l'étranger. On a 2,5 millions d'immigrés qui ont obtenu la nationalité française. Et dans l'ensemble de ces immigrés, il faut faire la part entre ceux qui sont historiquement, je veux dire, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, et ceux qui sont arrivés... Est-ce qu'il y a une augmentation des naturalisations, de la légalisation? Alors, c'est deux choses différentes. Oui, je sais. De la légalisation d'abord. D'abord, la France a c'est-à-dire le droit, le titre de séjour, le droit de travailler. La France vous avez raison d'en parler, la France est un des pays qui a un système de régularisation, et c'est une bonne chose, des étrangers qui sont en particulier en situation de travail au fil de l'eau. On fait en moyenne 30 000 régularisations par an, et c'est souvent des personnes qui travaillent. C'est régulier. Le chiffre reste stable. Oui, c'est la circulaire Valls de 2012, et c'est à peu près stable. C'est aux alentours de 30 000, et en particulier par le travail. C'est ça qui est important. Mais il y a aussi les personnes qui ont des enfants scolarisés, donc qui sont là et qu'on régularise. Et c'est important, la question du travail, parce que c'est du reste un des enjeux de la loi, c'est-à-dire inciter à une meilleure intégration, et que cette meilleure intégration passe par le travail, et de l'ensemble des pays d'Europe, mais pas seulement. Du reste, il y a une concurrence pour de la main-d'œuvre qualifiée, pour pallier à des déficits. Il faut du reste parfois s'interroger, puisque cette main-d'œuvre qualifiée qu'on fait venir, elle peut manquer dans les pays de départ. Je pense en particulier aux médecins. On ne peut pas non plus partir du principe qu'il faut systématiquement aspirer les compétences pour lesquelles on n'a pas investi dans la formation. Et puis on a ici des jeunes en particulier qui sortent du système scolaire sans formation. Et les naturalisations. Les naturalisations, on est en fonction des années, aux alentours de 80 000. Enfin bon, c'est à peu près 80 000 par an. Oui, à peu près. Ouais. À peu près 80 000. Et là, c'est assez stable. Alors, l'objectif de la loi, cette fameuse loi qui est examinée par le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel rendra son avis avant le 25 janvier, est-ce que cette loi, deux questions, lutte vraiment contre l'entrée illicite des étrangers en France, et permettra-t-elle de mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester en France? Alors, ce sont les deux grandes questions. D'abord, elle renforce des instruments à la main des forces de l'ordre, en particulier la possibilité, par exemple, de contrôler les véhicules qui rentrent et qui peuvent amener des personnes qui n'ont pas le droit au séjour. Il y a une augmentation des sanctions pour les marchands de sommeil, et en particulier, du reste, et c'est important parce que un des moyens de l'illégalité, c'est souvent lié à la possibilité d'avoir un lien avec un marchand de sommeil, c'est-à-dire la suroccupation de logements, ce qui dégrade un environnement. En ce qui concerne l'intégration, il y a la question du travail, et c'est important puisque la loi donne une priorité au travail. Il y a toute une série de dispositions qui donnent une priorité au travail. La deuxième chose, c'est la langue, l'apprentissage de la langue. Et ce qui est un peu dommage dans le débat, c'est que les dispositions qui sont dans la loi visent à se rapprocher de ce qui se fait beaucoup en Europe, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Et nous sommes du reste
peu attentif à cette question-là historiquement, beaucoup moins par exemple que l'Allemagne. L'Allemagne met en place actuellement un processus de régularisation avec une échéance de langue, c'est-à-dire que les personnes peuvent avoir un titre de séjour provisoire, mais si elles ne font pas la démonstration qu'elles maîtrisent l'allemand, le titre de séjour leur est retiré. Nous, on est un dispositif qui est différent. On dit, eh bien, si vous avez une bonne intégration par la langue, vous aurez le droit à un titre pluriannuel, mais on n'est pas dans des dispositions où on pourrait retirer un titre de séjour parce qu'on ne maîtrise pas la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, notre loi, même cette dernière loi, est plus souple que ce qui se passe ailleurs en Europe? Ça veut dire surtout que, et c'est un peu dommage puisqu'on est à quelques mois des élections européennes, qu'il n'y a pas de discussion et d'échange vraiment des différentes expériences. Entre pays d'Europe. Par exemple, même entre formations politiques, on peut même avoir par exemple, je dis ça en tant que citoyen. Bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Mais bien par sûr. exemple, je vous parle de l'Allemagne, c'est un gouvernement où vous avez des socialistes, des écologistes et des libéraux qui ont des mécanismes dont certains pourraient être inspirants, mais pour d'autres qui sont plus durs. Je pense par exemple aux questions du regroupement familial qui est dans la loi. Nous, par exemple, nous donnons une priorité, disons, un avantage au national français dans l'immigration familiale. Des tas de pays, je pense à la Belgique, qui ne C'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Pour l'immigration familiale, c'est très clair, puisque un Français qui fait venir un conjoint étranger, on lui demande pas de conditions. Oui. Alors que vous avez un pays, et je reprends l'exemple de la Belgique, puisque ce sont nos cousins, eh bien on dit aux Belges qu'il doit avoir les mêmes conditions d'accueil que celui qui n'est pas belge pour faire venir un conjoint. Ah oui, ça c'est très très intéressant. Alors, la Cour des comptes a publié la semaine dernière son rapport sur l'immigration irrégulière. Vous l'avez évidemment consulté, ce rapport. Pierre Moscovici a repoussé la publication de ce rapport en estimant qu'il n'était pas sain de publier le rapport au moment de la discussion de la loi. Qu'en pensez-vous? Il a eu tort ou raison? Écoutez, je peux pas porter une appréciation, mais disons que vous avez un avis quand même. J'ai un avis sur le fait que ce qui est souligné dans ce rapport, c'est sans doute c'est important pour la discussion publique, c'est que il ne peut pas y avoir une immigration légale importante si on n'est pas efficace dans la lutte contre l'immigration illégale. Et ce que dit le rapport, c'est qu'on n'est pas au maximum de l'efficacité, même si la France est un des pays d'Europe qui reconduit le plus. Alors justement, je vais parler de ça, mais est-ce que je vous demande pas un avis, mais tout de même, il a décidé de reporter. C'est démocratiquement sain ou pas? Est-ce qu'il aurait dû publier ce rapport au moment de la discussion, comme c'était prévu, c'est-à-dire le 13 décembre. Didier Lesky. Mais oui, je pose des questions directes, vous le savez. Non, mais vous me connaissez. Oui. Il est sans doute un peu dommage que... si vous voulez, je vais vous répondre différemment. La Cour des comptes est extrêmement soucieuse que ses préconisations soient suivies des faits. Oui. Il est dans les préconisations qu'on voit, un certain nombre relèvent de la loi. Oui. Il est fort peu probable qu'on remette la question de l'immigration en chantier au niveau de la loi, et donc il y a même si des articles sont voilà, il y a sans doute censurés. Il y a sans doute un effet non, mais est-ce négatif. que sur le plan pur, disons clairement les choses, il ne s'agit pas d'attaquer personnellement Pierre Moscovici, mais sur le plan, on va pas parler de démission ou pas ici, mais sur le plan démocratique, est-ce que ça paraît logique, franchement? Moi, je m'adresse aux citoyens, là. Disons que l'avantage des rapports de la Cour des comptes, c'est qu'ils éclairent le débat public. Il est un peu dommage que, malheureusement, ce rapport arrive trop près ou après le débat public. Le débat public, et sans doute entre reculer et avancer, il y avait peut-être un choix intermédiaire. Alors, que dit la Cour des comptes? Oui, maintenant j'ai votre avis, Didier Lesky. Bien, que dit la Cour des comptes? L'avis du citoyen, je vous préserve. Que dit la Cour des comptes? Les contrôles aux frontières sont peu dissuasifs.
Est-ce qu'ils sont peu dissuasifs, les contrôles aux frontières? Je pense que je ne vais pas contester l'appréciation de la Cour des comptes, mais il est clair que, par exemple, la Cour des comptes dit, et c'est une interrogation, que on n'a pas une interconnexion des fichiers, alors que si on regardait l'ensemble des fichiers, on saurait, par exemple, quelle est la nationalité de celui qu'on doit reconduire, et on améliorerait la possibilité pour les forces de l'ordre de les reconduire plutôt que de chercher 20 à 30% des personnes quelle est la nationalité, où on n'a pas d'enregistrement des personnes qu'on arrête à la frontière et qu'on renvoie de l'autre côté de la frontière. Et c'est ce que dit la Cour des comptes. Elle dit c'est dommage parce que c'est un instrument qui nous manque. Mais évidemment, le taux d'exécution des fameuses OQTF est anecdotique. Alors, ce que dit la Cour des comptes, c'est que la France fait partie de ceux qui, en Europe, reconduisent le plus. Et il y a même un schéma où on voit le nombre de personnes reconduites. Mais une personne sur 10. Oui, avec une obligation européenne qui va s'appliquer à l'ensemble des pays. Et c'est important parce qu'on a du mal, dans cette discussion, à avoir une véritable comparaison. L'Europe va obliger l'ensemble des pays à délivrer des OQTF pour que chaque personne qui soit sur le territoire ait une qualification juridique précise. Voilà. Et l'obligation de quitter le territoire français en est une. Bien, est-ce qu'il est possible, moi je l'entends, vous aussi, comme l'affirment certains responsables politiques, de stopper l'immigration en fermant les frontières? Est-ce que c'est possible? Mais, si vous voulez, dans cette discussion-là, il faut faire la part de deux choses. Je crois que personne, ou peut-être certains, mais n'envisage par exemple d'empêcher l'immigration familiale, qui est un droit et qui relève d'accords internationaux. Regroupement familial, zéro. C'est pas ce que chez Éric Zemmour. C'est chez Éric Zemmour, c'est certain, mais je pense que ça serait une infamie. Voilà, parce que chacun a droit à une vie familiale. La question, c'est la régulation. Voilà, c'est la manière dont les personnes arrivent, les conditions sociales de l'accueil, et faire la part entre l'immigration légale et l'immigration illégale, sachant que notre pays fait partie des pays qui historiquement accueillent de l'immigration depuis la fin du 19e siècle. Didier Lesky, en ce qui concerne les expulsions, le nombre de recours sera diminué. Problème administratif en France. Alors, avec la lenteur des procédures, avec des tribunaux administratifs qui sont débordés. Alors, d'abord, là pour le coup, on peut dire que la loi anticipe les conclusions du rapport de la Cour des comptes qui souligne le fait qu'il y a trop de procédures et d'une certaine manière c'était anticipé, mais c'était aussi la réflexion du Conseil d'État. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas le seul secteur de la justice où on pense que c'est trop lent. Oui, ça c'est sûr. Et la troisième chose, c'est que c'est vrai que le fait que les tribunaux administratifs, 50% de leur activité, ce soit le contentieux des étrangers, est un problème. D'abord parce que ça donne tout le temps le sentiment qu'il faut que l'immigration, c'est uniquement l'illégalité, alors que l'immigration, c'est d'abord de la légalité, et c'est même pour beaucoup de personnes, et majoritairement de l'intégration. Et les sous-effectifs, notamment dans les centres de rétention. Ça existe aussi. Oui, je pense qu'il y a un problème général. Il y a un manque d'effectifs. Qui est propre à une partie de la fonction publique et qui est lié, on le sait, à un moment donné, à une baisse des effectifs qui ont été décidés, en particulier des forces de l'ordre, et qui sont rattrapés progressivement. Et c'est un problème qui est important et qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qui montre peut-être qu'on a, contrairement à ce que disent certains, puisque vous avez parlé de Zemmour, on pourrait dire de l'autre bord que la question de la reconduite n'est pas au cœur de la question de l'accueil de l'immigration. Oui. Une politique d'intégration suffisante ou pas en France? Très insuffisante, disent certains. Elle est insuffisante à mon sens, elle a été insuffisante en ce qui concerne la langue, et là, les comparaisons européennes montrent que dès lors qu'on est exigeant sur la langue, on a un peu plus de facilité d'intégration, même si ça ne résout pas toutes les questions. Et puis la question majeure, c'est le travail. Et du reste, tout le monde est un peu dans le logement. Et le logement. Tout le monde est un peu dans son couloir de nage. On vous dit, par exemple, et qu'on a besoin de travailleurs, mais on a des secteurs qui sont en crise et où on a sans doute des perspectives, malheureusement, de
de perte d'emploi. Je pense par exemple aux effets de la voiture électrique qui est en train de bousculer complètement la filière. On a une crise malheureusement de la production de logements. Or, c'est un secteur qui emploie beaucoup. Et en plus, la question du logement fait partie des sujets de l'intégration, puisque là où on a du travail, on n'a pas de logement. Et là où on a du logement, on n'a souvent pas de travail. Et donc, et la conjonction entre les deux ne se fait pas. Et la crise du logement est un des freins importants de l'intégration. Didier Leschi, une vue d'ensemble. Les migrations sont partout dans le monde en progression. Alors, l'Europe n'est pas le pays, je voudrais que les choses soient claires, n'est pas le continent où l'on migre le plus, vers lequel on migre le plus. Oui ou non ? Non, l'Europe fait partie des continents vers lesquels on migre le plus, ainsi que l'Amérique du Nord et je dirais... Donc l'Europe fait partie des... Oui, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord. Bien sûr. Et il faut faire attention, là, il y a plus d'immigrés en proportion de la population en Europe qu'il n'y en a par exemple en Asie, en Amérique du Sud, où on va vers le Nord. Et personne, si vous voulez, spontanément va essayer d'aller au Brésil, au Venezuela, à partir du moment où il est en Inde. Et on a eu une affaire, par exemple, d'un avion rempli d'Indiens qui essaye de partir. Voilà. L'immigration se fait plutôt vers le nord. Il y a des réfugiés frontaliers liés au conflit. Mais l'envie globale, c'est plutôt d'aller vers là où il y a un bien-être social. Et la difficulté que nous avons, c'est que des pays qui peuvent être en développement économique sont en même temps des pays où on a des départs d'immigration. Vous prenez l'Inde, je reprends l'exemple de l'Inde. L'Inde est une puissance économique en développement et en même temps, vous avez cette affaire d'immigrants qui veulent absolument partir vers les États-Unis. Immigration vers l'Europe, immigration vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord, le Canada, évidemment. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des immigrations au cœur de l'Asie ? Oui, d'un pays à l'autre, il y a des immigrations au cœur de l'Asie, bien sûr. Mais la particularité des pays, je pense au Japon ou d'autres... Parce que le Japon est cité en exemple. On dit toujours, le Japon ne veut pas d'immigrés. Alors, le Japon a une partie d'immigrés, par exemple, qui viennent de Corée. Mais les conditions globales de l'accueil, et en particulier du point de vue de la loi, sont beaucoup plus strictes. Mais vous avez une autre zone du monde qui est une zone d'immigration, ce sont les pays du Golfe, mais vous ne faites pas dans les pays du Golfe du regroupement familial dans les mêmes conditions qu'en Europe, si vous voulez. Oui, dans les pays du Golfe, c'est une immigration de travail, essentiellement. Oui, mais avec des freins à l'installation. Voilà. Et la question du partage de la nationalité, eh bien, c'est une question... Vous m'avez demandé combien de personnes pouvaient avoir la nationalité en France. Vous avez toute une série de pays où la question ne peut jamais se poser, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas aussi facile que ça pour un Français, même s'il s'installe en Algérie, d'avoir la nationalité algérienne. À propos de l'Algérie, les accords de 1968 permettent aux Algériens d'échapper Alors les accords de 1968... à cette loi ou pas ? Historiquement, c'est d'abord un accord restrictif de l'immigration algérienne. L'essentiel de l'immigration algérienne est arrivé en France après 1962, et c'est la projection du reste d'un développement qui n'a pas permis d'améliorer la situation globale de la population. Voilà. L'accord de 68 est un accord qui fait qu'un Algérien a plus de facilité, si vous voulez, à rester, par exemple, dans des emplois d'artisans, enfin des choses comme ça, ou même, si vous prenez le RSA, ou même la loi actuellement, elle ne va pas s'appliquer aux Algériens. Voilà, le RSA, un étranger qui vient, il a un délai de carence de 5 ans. Quand il est algérien, il n'y a pas de délai de carence pour toucher le RSA. Donc, il y a une discussion, mais qui est une discussion qu'il faut mettre globalement avec cette idée que il ne peut pas y avoir de politique d'ouverture, même de travail, même de visa. L'Algérie, c'est 140 000 visas par an, à peu près. C'est monté même beaucoup plus. Si en même temps, on n'a pas une collaboration en ce qui concerne l'immigration illégale, la majorité des gens qui passent par l'Espagne sont des personnes qui viennent du Maroc, d'Algérie et du continent de l'Ouest africain, si vous voulez. Et en même temps, ce sont les pays pour lesquels on donne le plus de visas et pour lesquels on a le plus d'introduction de travail et le plus de regroupement familial. Merci Didier Leschi, c'était clair, c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Et au-delà de tous les clivages, de toutes les postures politiciennes, il était bon de rappeler la situation. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio, parlons vrai.